Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IA. Alors aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau. Est-ce que l'IA a définitivement tué le besoin d'avoir une équipe? On voit des boîtes comme Klarna remplacer 700 personnes par de l'IA, Sam Altman qui nous parle de licorne avec une seule personne, des équipes comme Cursor, Lovable en dizaines de personnes et ça fait plusieurs centaines de millions d'ARR. Attends Pour en Yacine, je parler, te je te coupe là-dessus. Klarna, ils sont quand même revenus un peu en arrière. J'ai été vérifier, ils ont annoncé ça en mai, comme quoi ils allaient réembaucher des humains parce que finalement ça suffisait pas et leur cours, en bourse se dégringole depuis leur introduction en septembre. Ils ont perdu 33 là en 3 mois. Donc attention, c'est pas si facile. Lovable vient de relever 200 millions alors qu'effectivement ils font, 200 millions d'ARR et qu'on se demande pourquoi ils relèvent 200 millions alors qu'ils sont très peu et que normalement ils font une marge de ouf. Donc attention à tous ces chiffres. Ouais, ok, c'est juste heureusement tu qu'on a m'as un fact-checker avec nous tu m'as fait venir pour ça, aujourd'hui. hein. Et donc, pour en parler sans langue de bois, en fait, justement, j'ai trois invités aujourd'hui qui sont plutôt dans le faire. Autrement dit, c'est des doueurs. On a avec nous donc Justine Morin. Salut Justine. Donc toi, tu es la fondatrice de BlueGPT et de l'AI Business Academy. Tu as un Yes. parcours très intéressant par rapport au sujet du jour. Tu as monté un SaaS qui s'appelle BlueGPT et tu as réussi à réunir une audience de plus de 40 000 abonnés sur YouTube. Tout ça toute seule, sans levée de fonds, sans équipe, sans budget. Et c'est bien ce que j'ai bien lu. Oui, t'as bien lu, c'est exactement ça. En moins de 18 mois. Ben, bravo. Merci. Et Sylvain, toi, Sylvain, tu es serial entrepreneur. Tu as monté des boîtes comme Lucifer, Sidou ou Tilki. Ouais, Euh, Sido, tout à fait. Sido. Aujourd'hui, tu diriges l'école Le Bahut où tu formes aux nouveaux métiers du numérique et tu as aussi ce côté chevalier blanc sur LinkedIn avec C'est vrai ça. Pour pas dire chiant. T'es un fact-checker. Tu débunkes les fake news. On a aussi On avec nous essaye. Flavien Chervet. Salut Flavien. Salut Yacine. Donc toi, tu es le directeur innovation chez iRig. Je prononce bien. Oui, T'es aussi une sacrée plume, hein, t'as écrit plusieurs livres, Hyper Création, Hyper Prompt, tu sors bientôt Hyper Arme sur non, la géopolitique de l'IA. j'ai sorti Hyperarm en février dernier. Et là, je viens de sortir D'accord. une BD qui s'appelle Hello et je travaille sur un 5e bouquin. Hein. Avec toi, on va prendre un peu de hauteur sur le futur, parce que je crois que tu es prospectiviste aussi. Yes. Et bon, on va commencer avec toi, Justine. Toi, ta promesse, elle est radicale. T'as construit tout ça toute seule, de zéro. Alors, on sait que c'est difficile quand on est seul avec l'IA, mais voilà, est-ce que c'est tenable? Est-ce que tu gères BlueGPT avec apparemment 30 modèles de ce que j'ai cru lire. Plus de Tu fais 75 toi-même aujourd'hui. tes vidéos, ton marketing. Ouais. Voilà. À quel moment tu te dis bon, ben, l'IA ça suffit pas, j'ai besoin d'humains, j'ai besoin d'une équipe. C'est quoi ta limite? Alors pour moi, la limite, c'est quand tu arrives à un point où tout fonctionne, mais si tu veux scaler plus, il te faut soit des nouveaux canaux d'acquisition, soit il faut un deuxième toi qui est capable de faire la même chose pour que ça fonctionne encore plus. Mais tant que tu es capable de le faire seul, avec des outils d'intelligence artificielle, ça sert à rien d'aller recruter si ça n'apporte pas plus de valeur. En gros, si ce que recruter te coûte plus que ce que tu gagnes, ça sert à rien de le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai atteint un niveau en 2026, voilà, on va scaler beaucoup plus fort, il va falloir recruter. Mais jusqu'à présent, c'était pas la peine de recruter parce que l'IA m'aidait. J'avais mis en place des systèmes qui étaient capables de faire le travail pour moi, que j'avais bien défini, etc. Donc, c'est des choses qui sont possibles de faire. Aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé, mais souvent on se dit oui, super, les entrepreneurs, il faut qu'ils lèvent des fonds, il faut qu'ils construisent des équipes, etc. Non, pour moi, c'est pas la bonne méthode de faire. C'est-à-dire que avant de savoir si ton produit fonctionne, etc., il faut que tu ailles le challenger, il faut que tu ailles le tester, il faut que tu ailles voir si tes clients y répondent présents. Mais en fait, aller lever des fonds, c'est pas créer de la valeur. Aller lever des fonds, c'est se trouver une excuse en mode ok, très bien, bah, j'ai besoin d'argent pour voir si ça fonctionne, etc. Non, si tu veux être entrepreneur, tu mets les mains dans le cambouis, tu retrousses tes manches et t'y vas. T'attends pas d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois. Non, un vrai entrepreneur, bah, ça y va. Ça teste, t'itères, tu tombes, tu recommences. Et avec l'IA, c'est beaucoup plus facile de produire beaucoup plus vite, de tester différents produits, d'aller sur différentes plateformes, créer du contenu qui pour moi est la clé aujourd'hui, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est comme ça que j'ai fait. Sylvain, toi qui as géré des équipes chez Tilki, tu as même levé des fonds. Des fonds. Quand tu entends Justine, tu te dis c'est du génie ou est-ce que tu te dis ça va craquer, ça va être compliqué de scaler? Est-ce que ce modèle de solopreneur augmenté, c'est réaliste pour toi?
pour construire une boîte pérenne ou c'est plutôt une anomalie? Tout dépend de son projet pro perso, j'ai envie de te dire. J'entends bien la philosophie de Justine, c'est cool et ça lui correspond probablement. Moi, c'est pas la mienne, j'aime bien bosser avec des gens, heu et je me vois pas déjà lancer quoi que ce soit seul, donc j'aime bien travailler en équipe et après, c'est pas pour autant que tu as besoin de lever des fonds. Là où je rejoins Justine, c'est que Ouais. faire la démo de ton proto, enfin faire ton proto, la démo de ton service, ça peut se faire avec très peu d'argent et ça doit presque se faire avec très peu d'argent pour montrer qu'il y a un modèle et après Ouais. pouvoir grandir. Après avec des limites de croissance, moi je suis pas un fan du scale. J'aime bien rester, petit mais heureux. Donc Ouais. chacun son truc et son délire et après en fonction de son produit, parce que clairement Justine est sur un produit quasi B2C, donc presque grand public, où faut qu'elle ait une masse d'utilisateurs énorme pour, rentrer du cash et donc ça demande, ça a des coûts derrière. Là où moi je vends du service et ça demande B2B et ça demande beaucoup moins de cash pour démarrer. Donc après vraiment c'est des questions de philosophie de vie, de boîte et de projet. Après Après, nous, tu vois, on a démarré avec zéro cash. Parce que comme c'est un produit d'IA et qu'on avait les compétences et qu'on s'est formé, tu vois, quand aujourd'hui tu lances un produit avec de l'IA qui est dedans, tu fais quand même ultra de la marge directement. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, quand on est parti, on avait 100 euros. Et en fait, tu Ouais, as j'ai vu juste ton Captel, ouais. besoin d'un bon développeur, d'avoir une connexion Internet, d'optimiser correctement ton code. Et derrière, tu peux commencer à créer de la valeur directement, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir Enfin, ultra du cash parce que j'ai un développeur avec moi. Je l'entends. un tout petit élément quand même, c'est que, même si tu as 100 €, le développeur qui est avec toi, ça veut dire qu'il se paye pas pendant qu'il bosse Ah sur le oui, projet. Toi, tu te payes pas et donc en fait, il faut avoir de l'argent à côté pour vivre. C'est pas non plus, complètement gratuit. Cette logique-là, c'est aussi une logique un peu, privilégiée. Ça veut dire qu'il faut avoir, de la marge de manœuvre. Tout le monde n'en a pas. J'ai rencontré des entrepreneurs, pour tout à eux, ils fait. voulaient se lancer, mais si le lendemain, ils avaient pas un salaire, ils pouvaient pas vivre. Donc en fait, avoir au moins de la love money ou une première levée de fonds qui leur permet de lancer le projet, s'ils ont pas Pôle emploi, France c'était une Travail, ouais. façon, ouais, France Travail, pardon. Merci Sylvain. C'était le fact-checking jusque jusque-là. Non, c'était pas fait exprès, Hem, c'est je disais ou France Travail parce qu'effectivement on a c'est aussi le premier love, la ouais, première love money le Ouais, qui nous assure exactement. 18 mois de revenus. Ah, quand même, ils ouais. sont de plus en plus chiants en plus, hein. Quand sa boîte, Mmh. génère du cash, faut justifier de pourquoi on se paye pas. Bah, ça devient de plus en plus Mmh, compliqué, ce qui peut se comprendre. Mais en tout cas, oui, c'est un bon moyen pour démarrer. Sans ça, c'est compliqué, sachant que tu as quand même quelques abonnements à avoir toi derrière. Parce que même si tu peux monter un produit sans rien, j'imagine que ta base d'abonnement, elle est, via un Forest ou un truc comme ça qui te permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des briques, logicielles où tu gagnes du temps, mais ça te coûte aussi. Donc faut quand même pouvoir avoir vite de l'argent qui rentre. Ce que tu as sûrement en réussi à fait, faire. tout dépend aujourd'hui de si tu te mets, full dedans, tu vois? Bah, moi, nous, quand on a commencé, c'était OK, très bien, bah, on fait ça, mais à côté, bah, fallait faire autre chose pour pouvoir rentrer de l'argent, tu vois? Fallait être malin d'une autre façon. Parce que, on n'est pas du tout dans cette optique-là de lever des fonds. On veut être indépendant et libre. J'ai j'ai hâte de pouvoir construire une équipe et c'est ce qui va se passer, mais c'est avec des gens que moi, j'aurais sélectionnés et je veux dépendre d'aucun, fonds d'investissement. Donc c'est bien, voilà, d'avoir nos 2 avis, c'est-à-dire moi, je suis ultra indépendante et vous qui est OK, très bien, sécurité, levée de fonds au départ et c'est important de le repréciser. Les 2 boîtes que j'ai montées, la première, il y avait zéro levée de fonds. On a commencé avec zéro. On était encore étudiants et on se payait Ouais, pas, voilà, donc c'est exactement la même aventure. Puis on est monté à environ 15 personnes, et on n'a jamais levé de fonds. C'est 100 autofinancé par le résultat de la société. C'est une super aventure, mais ça va doucement. C'est ouais, pas tous les modèles qui permettent de faire ça. Là, c'était une non, boîte en effet de ouais, service B2B, ça allait bien. La deuxième boîte que j'ai cofondée, c'est une école. Là, si on n'avait pas, parce qu'il y a besoin de locaux, pour mettre ouais, des c'est ça, étudiants dedans et cetera, si on n'avait pas, 1 000 000, 1,3 million au départ, on faisait rien. Donc là, on ouais, a levé des fonds parce qu'il y avait une ambition d'avoir une école privée. Et en fait, lever des fonds nous a pas du tout, créé de la dépendance parce que tout dépend de comment on lève des fonds. Là, nous, on a levé des fonds auprès on va dire, business angels qui sont plutôt des grands patrons de la région lyonnaise et qui, mettaient de l'argent en se disant: «Bah, dans 5, 6 ans, ça fera sortir des jeunes, dont j'aurais besoin dans mes entreprises». Et donc ils étaient pas là pour se dire, «J'ai besoin d'un retour sur investissement l'année prochaine». Et ils ont laissé complètement, la marge de manœuvre du côté de l'équipe opérationnelle. Donc il y a plein de façons aussi de lever des fonds, c'est je crois. ça. Bon après, par exemple, là, moi, du coup, j'ai monté une école privée, sans investisseurs, sans cash, où on était dans un cowork, pour les 2-3 premières promos, avant d'avoir nos propres locaux, le temps de montrer qu'il y avait un modèle et qu'il y avait un truc. Après, nous, on fait peu d'étudiants, on fait, allez, 60 étudiants par an.
ouais, 3-4 promos de 20. Donc, c'est pas du tout la même échelle. D'où on n'avait pas besoin d'argent, mais c'était aussi parce que moi, j'ai levé des fonds 2 fois. Une fois avec des BA sur ma première boîte de bijoux pour cheveux Lucifer. Et ça s'est mal fini. Une deuxième fois avec Tilki. Et là, avec des fonds d'investissement cette fois-ci. Et ça s'est à nouveau mal fini. Je me suis fait virer par mes invests comme une merde parce que je n'aime pas scaler. Je suis pas un très bon manager. Et j'aime prendre mon temps pour me développer. Ce qui va pas avec le fait de lever des Ouais. fonds où on nous demande d'aller très très vite, quitte à Ouais. cracher. Et donc maintenant, non, du coup, je suis totalement aligné avec toi de dire on peut y aller sans voir, c'est une force parce que quand on voit un Lemlist qui finalement a levé des fonds bien plus tard, voire c'est Ouais. presque un moyen de se sécuriser lui en tant qu'entrepreneur plus qu'un moyen de croissance pour la Alors, boîte. c'est moi qui fais mon fact-checker, je crois qu'ils ont fait un cash-out plutôt, et c'est pas Ouais, une c'est levée plus de un fonds. cash out. Mais ouais, enfin, ils ont fait rentrer des investisseurs. Oui, oui. Ouais. Mais du coup, c'est pas Mais c'est pas pour pour faire financer grandir la la boîte. boîte, c'est Ouais, c'est pour ça. plus Se sécuriser pour eux. payer les Ouais. fondateurs. Ouais. Mais du coup, là, ça peut être cool aussi de le faire bien plus tard, une fois que tu as ton modèle et que tu sais pourquoi tu lèves de l'argent, ou juste pour toi dire, bah, je me sors de l'argent et je suis tranquille, quoi. En fait, il y a Non, c'est pas cool de ton modèle, hein. bonne ou de mauvaise façon de faire. Regardez, là, on est 3 et il y a déjà 3 ou 4 déjà façons d'entreprendre différentes. Et donc, en fait, c'est à chacun de trouver un peu aussi ce qu'il préfère et Ouais, mais faut la se façon connaître. dont il C'est là souhaite où entreprendre, quoi. faut savoir qui on est, ce qu'on veut faire vraiment. Ouais. Si moi, un truc, clairement, je suis un artisan et je suis pas prêt à devoir recruter des gens pour plaire au fond, ni à devoir suivre leur stratégie quand ils me l'imposent parce qu'ils pensent que la leur est meilleure que la mienne. Je suis comme toi très indépendant dans l'âme et j'aime Ouais. faire mes propres conneries et j'aime choisir mes gars, Mhm. mon Et c'est équipe. là où je trouve que l'IA a quand même un potentiel vraiment intéressant, et on est qu'au début de ça, je pense que ça va augmenter. C'est, de permettre un artisanat, de masse. On va dire de faire de l'artisanat, mais de pouvoir déployer à beaucoup plus grande échelle et donc pouvoir avoir un modèle, pas forcément, de l'hyperscale évidemment, mais, tout en restant un artisan de ce qu'on fait, en faisant des choses, de haute qualité, pas forcément, nombreuses et cetera. Pouvoir les distribuer suffisamment largement parce que l'IA, permet d'en quand même, un plus grand nombre seul ou à peu et permet de déployer sur beaucoup plus de canaux comme Justine l'évoquait, en créant du contenu plus facilement et cetera. Moi je le sens, hein, depuis, 2-3 ans, ma capacité, à atteindre du public et à, faire des projets qui sont tous uniques, un projet de BD, un projet de spectacle, des bouquins, un projet de conférence, un projet de ceci. Je peux en faire, 4-5 fois plus par an. Flavien, je suis d'accord avec toi sur la quantité, mais par exemple, dans ton bouquin, tu parles de créativité artificielle. Est-ce qu'une Ouais. IA, elle peut vraiment remplacer l'émulation d'une équipe créative? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on fait pas de la quantité, mais on finit tous avec des idées moyennes, si Non, on bosse tous seuls avec les mêmes modèles? Non, ça je pense pas du tout, je pense que c'est une fausse idée. Alors pour la créativité artificielle, c'est très spécial, hein, c'est mon premier bouquin et on parle pas des LLM. C'est un bouquin, qui fait un état des lieux très global de toutes les technologies d'IA et qui montre, comment il y a tout un pan de la recherche qui s'intéresse à intégrer de la créativité dans des algorithmes et en fait, c'est pas du tout les LLM qui sont, particulièrement bons là-dedans. On peut aller plugger des choses sur les LLM mais, c'est pas là que j'apporte le propos sur la créativité. Après, évidemment, comme, tout outil, on peut, faire, de la merde avec et surtout les LLM, c'est des amplificateurs. Si tu es créatif avec, tu peux avoir beaucoup plus de créativité en sortie. Si tu as une équipe avec des créatifs, tu mets de l'IA là-dedans bien utilisée, tu as encore plus de créativité. L'espèce d'idée qui dit que, les LLM, ça moyennise, c'est complètement faux. Ça moyennise pas du tout un LLM. Si tu mets du générique dedans, ça te produit du générique parce que c'est le plus probable. Si tu mets de l'original dedans, ça te génère de l'original parce que c'est le plus probable. Donc en fait, ça moyennise pas, ça amplifie. Donc si déjà Mhm. tu es créatif, moi l'IA m'a tellement amplifié ma créativité, enfin c'est du délire, j'ai l'impression d'être 1000 fois plus créatif avec l'IA. C'est pas du tout, c'est pas du tout moyennisant, c'est amplifiant. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Tous les 4, je pense qu'on a créé beaucoup de choses avec l'IA. Nous, avec Billabex, on automatise le recouvrement, on a du cash qui rentre, tous les mois, qui est, récupéré par nos agents autonomes. Toi, Justine, entre ce que tu fais en création de contenu, plus ton produit, toi, Sylvain, au bahut, tu formes des chefs de projet IA. Finalement, comment on peut aider les auditeurs qui, eux, jouent avec ChatGPT? Pour moi, il faut déjà commencer par la base, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que l'IA. Il faut comprendre qu'est-ce que l'IA, comment ça fonctionne. Et il faut être capable de bien identifier ses besoins aussi. C'est-à-dire, OK, très bien, bah là, j'ai un objectif, mais il faut que cet objectif, il soit clair. Et en fait, je sais par quel chemin je dois passer pour pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est à ce moment-là, vu que je connais l'IA, ben, je peux dire, OK, très bien, je peux mettre de l'IA à ce step-là, ce step-là, ce step-là, et de cette façon-là.
En fait, pour moi, il faut construire vraiment des systèmes, mais il faut le penser. Il faut bien le penser. Parce qu'en fait, il faut comprendre que beaucoup de personnes pensent que l'IA est capable de tout faire. Oui, l'IA est capable de faire beaucoup de choses, mais elle fonctionne parfaitement et de façon personnalisée quand on est capable de la guider correctement. Et donc, pour moi, il y a ces deux aspects. Il y a connaître bien l'IA et connaître bien son objectif, le problème, la problématique qu'on veut régler, et bien définir, prendre le temps de bien définir le chemin par lequel on doit passer et incrémenter l'IA à ces endroits-là. Pour moi, c'est ça la clé. Et en fait, c'est pas en posant simplement une question, je sais pas moi, fais-moi un nouveau produit. Alors on demande à ChatGPT, fais-moi un nouveau produit pour aider les entrepreneurs. Super, hein, franchement, il va nous sortir un truc, c'est sûr, mais est-ce qu'on va avoir la méthode? Est-ce qu'on va avoir la bonne cible? Vous voyez, pour moi, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens et qu'il faut qu'ils comprennent parce qu'aujourd'hui, c'est la clé. Parce qu'utiliser l'IA simplement et de façon simple, ça ne mènera à rien et tout le monde va avoir la même idée. Moi, j'ai envie de me mettre en porte-à-faux sur les 2 critères que tu évoques. Je pense qu'il y a pas besoin de comprendre l'IA pour l'utiliser, même si évidemment c'est mieux et ne serait-ce que pour le plaisir de comprendre le monde qui nous entoure, c'est mieux. Quand on a une belle voiture, c'est bien de comprendre comment fonctionne le moteur, mais on peut la conduire sans comprendre le moteur, c'est logique. L'IA, c'est quand même le 1er outil qui t'explique lui-même comment tu peux t'en servir. Donc, il y a quand même un accès très, très simple et j'ai vu plein de gens dans les gens, par exemple, dans les comités de direction que j'accompagne, il y a plein de comités de direction qui se mettent à utiliser l'IA à fond pour faire de la stratégie. Ils vont pas se plonger dans le fonctionnement des transformers, ni comprendre tout l'écosystème Non, IA, et cetera. mais la base, 2e chose, alors comprendre que ça, pense pas comme un humain, ouais, c'est pas plus mal pour ouais, éviter savoir c'est des quoi un problèmes. Mais prompt des quand fois même, c'est la base, hein. ouais, mais en même temps, on en fait aussi des caisses autour du prompting et je vois des gens qui, en fait, ont juste une façon de penser assez, logique et donc ça va, ils arrivent à s'en sortir très bien. Donc évidemment, toutes les petites techniques, ça encore une fois, ça améliore ta capacité, mais je pense pas que ça soit absolument nécessaire pour se mettre à utiliser l'IA et j'aimerais que ça soit le cas parce que je considère que je maîtrise bien l'IA et j'aimerais avoir un super avantage avec ça. Mais j'ai vu tellement de gens super créatifs faire des trucs incroyables avec des outils sans rien paner de comment ils comprenaient que je dois avoir un peu d'humilité. C'est pas ça qui est le plus important. Et puis pour le 2e élément, avoir un objectif clair, en fait, moi, je crois que j'ai jamais eu d'objectif clair de toute ma vie, quoi. Avoir un objectif clair, putain, mais c'est enfin et je sais même pas si j'ai envie, quoi. Le côté, pour moi, la créativité, c'est une expression, incroyable de l'intelligence et ça s'exprime quand tu es dans l'incertitude de ce que tu fais toi-même et les choses se construisent au fur et à mesure de la route. Et l'IA est absolument géniale pour ça parce qu'elle crée des rebonds. Moi, quand j'utilise de l'IA, quand je monte des projets où il y a de l'IA, j'ai rarement, une vision claire de l'objectif final. Par contre, je pense avoir une bonne capacité à prendre au vol plein de rebonds et à co-construire une réflexion avec de la créativité, si possible, au contact de ce que l'IA renvoie. Et après, quand il faut créer des systèmes, par exemple agentiques, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans les systèmes, c'est de leur laisser des marges de manœuvre et un peu de flou. Évidemment, quand on veut faire du recouvrement comme Yacine, on peut pas se permettre ça. Donc là, il faut avoir designé son système très très finement. Mais là, du coup, l'IA est pas forcément le meilleur outil. L'algorithmie traditionnelle fait bien mieux toutes ces choses très robustes et très mécaniques. Pour moi, l'IA, c'est l'outil du flou, c'est l'outil de l'incertain, c'est l'outil de la créativité, beaucoup plus que l'outil des systèmes robustes qui bougent pas. Ça, on n'a pas besoin d'IA, même l'IA est un perturbateur. Donc pour moi, bien utiliser l'IA, c'est pas trop savoir quel est ton objectif final et co-construire avec elle un chemin. Mais voilà, c'est aussi un retour personnel par rapport à comment je Pour fonctionne. autant, tu te dis un truc intéressant et nous, c'est ce qu'on recherche dans nos étudiants, c'est cette pensée un peu algorithmique, cette logique un peu d'ingénieur qu'on peut Ouais. avoir sans être ingénieur du tout, hein. Notre major de promo 1 était ancien footballeur pro, n'avait jamais ouvert un ordi dans un cadre professionnel. Mais cette façon de découper par étapes, cette articulation entre les idées et d'être capable de changer son chemin en cours de route. Mais déjà de pas Mmh. demander le point final dès le premier Mmh. prompt, c'est de se faire accompagner dans ce chemin-là. Et ça, c'est une compétence qui peut s'acquérir, mais qui est pas si simple. Donc nous, on est obligé de la détecter en amont pour prendre des gens qui ont déjà cette compétence soft skill de base. Et après, on va leur montrer tout ce qu'on peut faire avec des IA et comment on peut implémenter ça pour, du coup, avoir une créativité exponentielle. Et après, l'autre sujet qu'on va avoir dans des plus grosses boîtes que la tienne, Justine, et tu verras peut-être ça en grandissant aussi, c'est qu'après, quand tu iras dans une PME, il n'y a pas toujours de process. Chacun fait à sa sauce, c'est pas documenté. Et là où l'IA pourra pas faire à la place. Parce que si les factures sont pas toutes au même endroit, s'il n'y a pas de recouvrement bancaire direct de dire cette facture est déjà payée, comment tu mets en place un outil comme Billabex? Bah pas simple, parce qu'il va falloir une phase de conseil en amont pour s'assurer qu'il y ait maintenant un seul process pour le recouvrement des factures.
C'est quand même Et un sacré c'est là où problème certes dans une société, hein. dans une boîte de par process? Ouais, moi j'adore. Bah, Moi j'ai une boîte sans process et je trouve ça trop cool. ah ouais? Mais parce que du coup, j'ai des humains qui sont heureux, qui sont pas juste des pions, qui sont pas juste des robots, qui font des choses qui les éclatent et hem et ce flou artistique, nous plaît bien et ça fait 17 ans et pas de turnover, une boîte rentable. Donc ça peut aussi marcher. Après, ça Ouais. empêche une énorme croissance peut-être, mais moi je détesterais qu'on me dise ce que je dois faire le matin quand j'arrive au boulot et que j'ai des tâches prédécoupées un peu à l'américaine où tu sais exactement ce que tu vas faire dans ta journée. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu ce flou et j'aime bien le proposer à mes collègues aussi qui est, entre 20 et 40 de leur journée qui soit incertaine. Ah, c'est original. Ouais. C'est la première fois C'est que une bonne j'entends ça, métrique. moi. Ouais, moi aussi parce que J'aime c'est beaucoup pas cette du métrique. tout, c'est pas du tout mon objectif et ma façon de faire, mais ça fonctionne et ça convient à certains types de personnes et donc ça c'est tant mieux, hein. Mais Ouais, c'est mais bien c'était juste pour d'avoir me dire ces sur ta 2. phrase, attention, c'est dangereux pour une boîte. Il y a plein de boîtes qui fonctionnent sans process. Et oui, ça peut paraître flippant de loin. C'est pas facile à revendre parce que du coup, un repreneur, bah, il arrive dans un truc où il Ouais. sait pas ce qu'il reprend vraiment. Mmh. Mais, mais c'est pas si grave non plus, parce que le but d'une boîte, c'est pas toujours d'être vendue. Non. Heu, et c'est pour ça qu'en fait, ça va dépendre des profils de chacun mais en tout cas, la plupart des boîtes, nous, qu'on voit ou dans lesquelles on envoie des chefs de projet IA, bah, il y a pas de process. Quand tu dis pas de process, attention parce que, parfois les collaborateurs, ils ont des habitudes et en fait, ces habitudes, c'est des process qui sont juste pas documentés et en fait, quand tu dis aussi, Tout à fait. «J'ai pas de process», Non, on en a peut-être que plein. tu veux dire: «J'ai pas de process documenté». Mais on en a aussi plein, hein, parce qu'on s'est aussi mis en place un petit outil pour, faciliter de savoir les factures à relancer, comment les relancer, qu'on récupère tous les lundis matins. On a un outil où on s'automatise le matching entre nos candidats et nos employeurs. Enfin, il y a des process existants. Mais après sur des mêmes métiers, on a des gens qui vont travailler de différentes façons, parce qu'ils veulent pas faire ils vont pas aborder le problème de la même façon. Et ça, on l'accepte complètement, qu'il y ait pas une seule façon de traiter un sujet. Sur certains sujets, cœur métier, pas ce qui est autour. Ce qui est autour, il y a plutôt pas mal de process, parce que, bah, on s'est mis en place notre propre Bilabex interne, mais si j'avais pas, clairement, je serais client d'une solution comme ça. Et beh, du coup, le revers de cette médaille où on produit tous, beaucoup de choses, beaucoup de contenu, grâce à l'IA, c'est devenu, une sacrée décharge quand vous allez sur, LinkedIn, Instagram, TikTok, c'est une décharge, incroyable, de contenu. Alors il y a beaucoup de faux, ouais, c'est dur de distinguer le vrai du faux, et on peut générer des photos, des images, des vidéos, voilà, c'est vraiment, depuis la sortie de ChatGPT, tout le monde se met à poster. Je pense qu'il y en avait plein qui postaient pas du tout avant ChatGPT Ouais. parce que, syndrome de la feuille blanche plus, je sais pas de quoi je vais parler, et du jour au lendemain, tu te retrouves avec, des gens Mais qui c'est cool postent, que les gens tous les puissent jours. poster grâce à ChatGPT. Mmh. Après, le choix de faire du faux, c'est une intention de départ. Ouais. Parce que si c'est toi qui amènes tes idées, c'est juste tu dyslexique ou tu pas très bon en français pour X ou Y raison, c'est génial qu'on puisse t'aider à partager tes idées sur LinkedIn, alors que là, tu étais bloqué ou que tu devais passer par un copywriter ou autre. Donc ouais, je trouve ça top et honnêtement, après c'est une stat très empirique et pas scientifique, on n'a pas plus de demandes de vérification de posts faux depuis l'IA qu'avant l'IA. On n'a pas une explosion de posts faux sur LinkedIn depuis 3 ans. Pour autant, là, ce que je trouve flippant, moi, c'est que les gens n'ont pas beaucoup d'esprit critique et ne sont pas capables de détecter ce qui est vrai ou faux. Et dès que c'est un peu joli, dès que c'est un peu mignon, dès que c'est un peu inspirant, que ce soit du bullshit généré par IA ou du Ouais. bullshit généré par un humain, parce qu'avant, il y en avait plein aussi, hein, des trucs de copywriter qui étaient complètement bullshit, bah, il like quand même. Et c'est plus ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas un peu de recul sur une histoire qui est certes incroyable, qui touche toutes nos émotions, mais qui est complètement bidon. Et Bah, les compteurs, je suis d'accord avec toi, les compteurs de likes, ils explosent. Mais les gens, je pense que maintenant avec les vidéos, la première question qu'ils se posent quand ils voient une vidéo, même si elle est vraie, c'est: «Est-ce que ça aurait pas été généré par de l'IA aussi?» ah non, mais c'est flippant Enfin, d'ailleurs. Ouais, mais en fait, avant 2022, on se disait, «Est-ce que c'est vrai?» Enfin, on se posait peut-être même pas la question, on nous donnait une vidéo et on la prenait pour argent comptant. Mais depuis qu'on voit toutes les fausses vidéos, générées par IA, maintenant dès qu'on nous montre même une vraie vidéo, on se pose la question si elle est vraiment vraie. Ouais, mais D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on était dans une ère où la vérité était ambiguë. On croyait l'image qu'on voyait ou la vidéo qu'on voyait, alors qu'il était possible, avec des compétences assez poussées, de la modifier. Et donc, il y avait des gens qui pouvaient tromper très fortement. Aujourd'hui, on est en train de désambiguiser, avec une conséquence assez négative, mais on désambiguise dans le sens, je ne sais même pas si ça existe en français ce mot, mais on va dire que oui. Je crois pas. c'est marrant. Sylvain, tu me fact-check aussi sur la grammaire, hein. Pour un auteur, c'est vraiment la honte.
Ça s'appelle un néologisme, c'est une licence poétique, voilà, on désambiguise. Et donc, on désambiguise, mais dans le sens du faux, c'est-à-dire que, par défaut, on considère que tout ce qu'on voit est du fake, sauf preuve du contraire. Et donc là, on a besoin de concevoir des technologies de la vérité, de beaucoup plus pousser les technologies de blockchain, mais de les faire passer à l'échec, là où pour l'instant, elles sont beaucoup trop consommatrices. Mais, c'est marrant parce que moi, je vois moins d'ambiguïté maintenant vis-à-vis de la vérité. On est, par défaut à considérer que c'est faux. En tout cas, quand on a un petit peu, compris, ce que l'IA était capable de faire, et ça va l'être de plus en plus. Je pense que les jeunes générations, ils vont considérer que tout ce qui est virtuel est par défaut, du fake, sauf preuve du contraire, et ça va complètement changer le rapport à l'information. Je sais pas si ce sera positif ou négatif après. Moi, ce que j'ai dit à ma mère, c'est tu crois plus rien. C'est-à-dire, tu vois une photo, tu dois Mmh. toujours supposer qu'elle est fausse. Ouais. Tu vois une vidéo, tu dois supposer qu'elle est fausse. Tu entends ma voix quelque part, tu dois supposer que c'est pas moi. Et en fait, tu dois toujours commencer quand tu vois quelque chose par ce postulat. C'est peut-être pas vrai. Mmh. Mais Bah, en tout justement, cas, c'est cool toi, si ça arrive Sylvain, maintenant, hein. C'est cool, ça arrive maintenant, parce que pour moi, c'était déjà le cas avant. Je t'ai mis dans la discussion, tu pourras le mettre dans les exemples sous ce podcast, une vidéo d'un gars qui passe sous les roues d'un camion. Et les gens ont tous dit, c'est sûr, c'est de l'IA. Et en fait, c'est pas de l'IA, c'est une vidéo qui date de 2018, donc avant les technologies d'IA générative de partout, et c'est du montage. Donc, comme disait Flavien, en fait, on pouvait déjà faire du faux à l'époque. Et je te mets un deuxième exemple d'une vidéo qui a été partagée sur un rhinocéros avec une corne énorme, et un spécialiste des animaux nous a dit c'est de l'IA, c'est sûr. Et après, nous a tagué en disant pour qu'on vienne le soutenir. Tagué donc l'association C'est vrai ça. Et malheureusement pour lui, et lui, c'est lui spécialiste des animaux, c'est une vraie vidéo alors qu'elle a été comprimée, mal repartagée. Et le gars qui a partagé n'avait pas la source, n'était pas capable de démontrer que c'est pas de l'IA. Mais on a retrouvé la source, et c'est une vraie vidéo dans un parc qui soigne les rhinos au Kenya. Et oui, là, en fait, la corde continue à pousser normalement, parce qu'il la rabote pour pas que les braconneurs aient envie de braconner. Et là, dans ce parc, comme ils sont ultra protégés, ils les rabotent pas, et donc elle continue à pousser, et ça devient des cordes énormissimes qu'on ne voit pas dans la nature normalement. Et donc c'est là où c'est un peu flippant, c'est que à quoi croire? Et avant, on croyait un peu à tout bêtement, maintenant on commence à se poser la question, c'est cool. Pour autant, on se pose pas tant que ça la question, parce que le nombre de vidéos avec des petits chats qui passent sur des tapis là avec des faux trous, et les chiens, eux, font des reculs, ou des phoques qui montent sur les bateaux pour s'enfuir des orques. Tous ces trucs-là, ça cartonne, Ouais. et il y a peu de gens qui disent c'est de l'IA ou c'est faux, quoi. non, mais En ça, tu n'en sais rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut pas dire que ça cartonne. En fait, je pense que c'est agréable à regarder. On sait que c'est faux et on like. Mais on sait que c'est Ok. faux, mais c'est juste parce que c'est agréable à regarder. L'objectif de ces vidéos, c'est que ça soit agréable. C'est de passer du Est-ce bon temps. est-ce que vous pensez, moi Ouais, j'ai une pour moi, il y a question, tromperie. est-ce que Vas-y. vous pensez que les gens se disent instinctivement c'est de l'IA, c'est faux, etc. Ou c'est pas parce que ils voient passer des milliards d'avis sur les médias, des milliards de gens qui critiquent l'IA en disant oui, il y a que des vidéos fausses, que des vidéos fausses, et du coup, en fait, en gros, ça s'auto-intègre directement dans la tête. Mais c'est juste à un moment donné, ils s'en souviennent. Mais en fait, quand ils sont en train de scroller, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui se disent ouais, bah ça c'est fait par IA, hein. Je pense qu'ils sont Il y a là une en train de tendance, je scroller. sais pas, par exemple, il y a des vidéos qui sont générées, c'est des espèces de Yeti qui parlent, Ouais. on voit beaucoup ces vidéos sur TikTok en ce moment, enfin même Mhm. depuis la sortie de VO3, je pense. Et en fait, ces vidéos-là, bien sûr, un Yeti, déjà, que ça existe, on peut se poser des questions, et ensuite qui parle. Donc on sait que c'est de l'IA, mais moi Ouais. j'adore regarder ces vidéos, elles me font marrer et je like. Ok. Mais si on regarde Et un je autre pense aspect de qu'on est la nombreux à liker pour cette raison. Yacine avoue tout. Et si on regarde d'autres vidéos que des vidéos cute et qui font du buzz comme ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui sortent pour faire des vidéos UGC avec des personnes 100% fake, juste pour présenter des produits et qui sont partagés sur les réseaux, et des marques, elles vendent et elles scale grâce à ça en dépensant simplement 10 € pour faire une vidéo d'1 minute. Est-ce que les gens, ils vont vérifier si la personne, elle est vraie, si l'avis, il est vrai, si le produit est vraiment vrai, s'il est vraiment bien? Non. Puisqu'en fait, les marques, elles vendent. Donc, je pense que moi, je suis pas sûre à 100% qu'en fait, les gens se disent à chaque fois qu'ils scrollent, est-ce que c'est faux, c'est généré par IA? Mais là, je En ferai plus, mon fact-checker, c'est que faudrait faire une vraie étude et voir, par exemple, sur une vidéo qui a fait 1 million de vues, sur 1 million de personnes, il y en a combien qui pensent que c'est vraiment vrai? Et, Mais euh, après, et- avec la question comme ce que tu posais, est-ce que c'est grave que ce soit faux? Si c'est pas Hum, annoncé comme vrai, et que t'as pas cherché à vendre un truc à partir de ça, en faisant croire que c'est vrai, ça me dérange pas. Parce que, autre exemple, qui est pas de l'IA, vous avez peut-être vu cette personne âgée à qui on met des écouteurs avec Tchaïkovski, Lac des Cygnes, et qui se met tout d'un mhm. coup à danser.
Ouais, et en ouais, ouais, dessous un ouais, truc, c'est une ballerine ouais, et je m'en rappelle, qui ouais. a Alzheimer et depuis qu'on lui a mis de la musique, elle retrouve un peu, sa cognition. Ça marche trop bien. Sur LinkedIn, c'est Ouais. ressorti, ça cartonne. C'est une boîte, c'est une start-up espagnole qui vend le fait de mettre de la musique aux personnes âgées qui ont Alzheimer pour qu'elles retrouvent un peu d'intelligence. Et Mmh. bah, tout est bidon. Alors oui, on lui a mis de la musique sur les oreilles, on lui a peut-être mis de l'acte dessiné, mais c'est pas une ancienne ballerine. Elle a jamais, c'est pas elle qu'on montre à côté sur la vidéo en train de danser. Et ces gestes n'ont aucun sens par rapport aux gestes qu'on fait à ce moment de la musique. Par contre, oui, ça lui a donné envie de danser. Et ça, c'est cool Et déjà. ça, comment quelqu'un, du grand public, qui voit cette vidéo peut vérifier si c'est vrai ou pas? Ouais, c'est du temps. Alors Honnêtement, déjà, tout il le peut monde te peut le taguer faire. sur LinkedIn. Je crois qu'il Ouais, peut ça. te taguer en mettant «c'est vrai ça» et Ouais. du coup, il y a un fact checker qui vient mettre son nez dedans. Ouais, on Mais reçoit s'il y une a pas «c'est dizaine vrai ça», de comment demandes on par fait? jour. C'est du temps. Après, je te partagerai la liste des outils que nous on peut utiliser. Bah déjà, va falloir retrouver qui a publié cette vidéo en premier. Et ça, tu mets une capture de l'image, une capture d'écran de la vidéo dans Google Images ou dans Bing ou dans Yandex ou un autre pour essayer de retrouver qui a partagé ça au début. Essayer de retrouver des infos, parce que Dante, il donne un nom de la ballerine. Bah, est-ce que c'était une vraie ballerine? Est-ce qu'elle était vraiment dans cet opéra de New York, enfin dans ce ballet de New York ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment un ballet de New York? Parce qu'après, ils ont même produit des faux certificats et tout. Enfin, tout est bidon dans cette histoire-là pour essayer de la soutenir. Mais là, ça m'embête plus, tu vois, en termes de storytelling. OK, c'est cool, c'est peut-être cool de mettre la musique aux personnes âgées, mais faire croire qu'ils vont retrouver leur intelligence ou qu'Alzheimer va régresser grâce à ça, là, c'est bidon. Et donc ils se sont appuyés sur une fausse histoire pour, vendre leur truc et là, ça m'embête plus, même si ça veut pas dire que ça va pas marcher. Et c'est là où Mais il y avait c'est pas soit déjà vis-à-vis de sa des glace, son miroir et sa conscience. Est-ce que je vends un truc qui est utile vraiment aux personnes âgées ou est-ce que c'est juste de la merde pour me faire du fric? Il y a d'autres vidéos que je vois passer, c'est un peu les parodies de Macron. Alors on sait que c'est pas Macron a pas fait ça, mais c'est assez marrant aussi à regarder, et bon après, c'est vrai Bah, que quand il s'est pris une gifle, on s'est demandé si c'était de l'IA ou pas. Et, alors pour info, heu, normalement, et en fait deepfake, et en c'est fait, on se demande aussi obligatoirement indiqué, hein. qui est l'auteur de ces vidéos? Est-ce que c'est les Russes ou pas? Et ça m'amène à ma question sur la géopolitique. Et toi, Flavien, ton prochain livre qui s'appelle Hyperarmes, je sais pas s'il est Pas mon déjà sorti? prochain livre, je l'ai déjà sorti il y a 1 an. OK. Bon, bah, du coup, je me suis un peu trop fié à ChatGPT qui, semble avoir halluciné et j'ai pas fact checké. Donc en fait, il est déjà sorti et tu parles de géopolitique. Pour enfin, une partie des vidéos de Macron, voilà, il y en a une, c'est un peu de l'humour potache, c'est de la caricature, comme avant on pouvait dessiner Macron dans une situation, où il serait jamais allé, juste pour, se marrer un coup. On a toujours fait ça pour, enfin, l'humour a toujours permis de désactiver un certain nombre des problèmes que pose le pouvoir. Et donc, qu'on utilise de l'IA, comme avant on utilisait un stylo pour faire des caricatures et pour mettre le président dans une situation gênante, ça pour moi c'est complètement normal, enfin il y a pas de souci. Par contre après c'est clair que au niveau géopolitique, l'IA amplifie quelque chose qui avait déjà commencé, qui date de la nuit des temps, mais qui depuis le monde numérique est bien plus fort. C'est la guerre du renseignement et la guerre de la vérité. Là où avant on était dans une guerre vraiment du renseignement, c'est-à-dire qu'il fallait trouver la vérité. Maintenant, il faut produire la contre-vérité pour déstabiliser et pour que l'ennemi, en cherchant la vérité, tombe sur la mauvaise vérité. C'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Donc, au niveau géopolitique, ça change pas mal les dynamiques et maintenant, et ça change pas mal les budgets, hein. C'est clair que, enfin, par exemple, il y a en France, il y a l'AMIAD, l'Agence ministérielle d'IA de défense, qui est une agence super intéressante qui travaille sur les sujets d'IA par rapport aux enjeux militaires. Et ils s'intéressent énormément à l'identification des dynamiques de vérité sur les réseaux sociaux et comment, par exemple, sur une élection, un, un narratif a été propagé, par quels amplificateurs, par quels biais, qui deviennent plus d'ailleurs un truc super intéressant, c'est qu'en fait les narratifs sont pas propagés surtout par du post ou par de l'image ou de la vidéo, ils sont propagés par les commentaires. C'est ça qui est le plus puissant, parce que c'est ce qui est le moins régulé par les réseaux sociaux et c'est ce qui fait le plus authentique de la part des gens qui, lisent. Et donc les narratifs les plus puissants en termes d'influence, par des acteurs étatiques sont véhiculés à travers les commentaires et pas l'image, la vidéo. Il peut y en avoir aussi, mais c'est pas ça qui a le plus d'impact. Donc bien sûr, maintenant ça fait partie de la guerre froide du numérique et de la géopolitique, et c'est ce qui est de plus en plus en train d'influer les élections. Donc c'est enfin Ouais, la la démocratie désinformation a face à toujours été une ça, arme, hein. mais oui, bien sûr, Comme mais tu l'as elle est dit, amplifiée. c'est juste plus facile
Et comme on disait tout à l'heure, hein, l'IA amplifie notre créativité, amplifie, notre stratégie et notre croissance dans le cas de Justine. Bah, l'IA Ouais. amplifie aussi cette désinformation pour les États qui ont envie de jouer avec. Faut juste le savoir et faire gaffe à ça parce que même sur LinkedIn, il y a des agents russes et chinois qui sont là pour, propager aussi de la désinformation via des faux Et profils américain, qui hein, et américains, tout à fait. Là, et iranien. j'écoutais dernièrement un podcast que j'aime bien, celui de Carlos Diaz, Silicon Carne, ou encore celui de Mathieu Stéphanie. Ils ont invité tous les deux Laurent Alexandre, je ne sais pas si vous le connaissez. Et Laurent Alexandre, il dit ne faites plus médecine. Et on a Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui dit n'apprenez plus à coder. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pointures qui nous disent de ne plus apprendre un métier parce que l'IA, elle change complètement la formation. Peut-être que pour devenir médecin dans 10 ans, ce sera bac+2. Peut-être qu'il y aura plus besoin de savoir coder parce que maintenant les agents de coding, ils codent assez bien. Il suffira juste de les superviser. Et du coup, Sylvain et Flavien, vous dirigez tous les deux des écoles, le Bahut et IRIG. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes si on leur apprend pas leur métier? Alors déjà, plutôt que le bouquin de Laurent Alexandre, je leur recommanderais, le bouquin de Vincent Flibustier, «N'écrivez plus de livres», qui m'a beaucoup fait rire, qui a priori qui est complètement nul, qu'il a écrit avec ChatGPT en 2 jours, mais qui est un bon moyen de montrer à quel point c'était con, cette phrase de Laurent Alexandre. Parce qu'on l'a dit au début et on va le répéter, l'IA, elle amplifie. Si tu as pas de base, elle amplifie quoi? Bah, pas grand-chose. D'où nous, on va donner des bases, enfin des déjà, ils sont pas jeunes chez moi, ils ont 40 ans en moyenne, hein. C'est de la reconversion au bahut uniquement et on va chercher cette connaissance du monde de l'entreprise et ces soft skills. Je parlais tout à l'heure de pensée un peu algorithmique, ce fait de savoir faire des étapes et d'être capable de bifurquer facilement, donc d'être créatif, ce qui est pas facile en entretien à détecter, hein, mais on a quelques outils qui le permettent et après, c'est pas du tout pour les remplacer, c'est juste pour les augmenter, pour les amplifier, pour leur permettre de créer des solutions internes pour gagner du temps pour leur boîte, pour faciliter le recouvrement, pour, juste accompagner les utilisateurs parce que, bah, derrière, des outils comme BlueGPT, il faut des gens qui accompagnent en interne, qui expliquent comment fonctionnent les agents, qui montrent des exemples d'agents mis en place et qui les pré-créent pour des collègues potentiellement et moi, je forme des gens à savoir faire ça, à être capable de comprendre suffisamment les besoins et les process internes pour créer des outils IA ou des agents IA nécessaires aux collègues. Donc non, non, nous, on leur donne des grosses bases de connaissances, techniques parce qu'en fait, l'IA les remplace pas. Il faut qu'ils soient capables de changer et de continuer à faire leur veille, hein. On leur dit de toute façon dès qu'ils rentrent chez nous: «OK, là, on vous garantit un job pour les 3 prochaines années», parce que c'est nous qui faisons la recherche d'employeurs pour nos étudiants et qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'employeurs qui veulent nos étudiants pour l'instant. Par contre, si vous continuez pas à vous mettre à jour, bah, vous êtes mort dans 3 ans et vous serez plus embauchable. Donc on vous met dans cette démarche d'apprendre à apprendre et d'être constamment en train de compléter vos compétences. Mais le problème alors, c'est pas plutôt le fond du problème. C'est pas que le système éducatif a pas évolué depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est-à-dire que les universités, Ouais, elles il y a un continuent problème d'enseigner de la même éducatif depuis manière. bien longtemps. Ouais. C'est pas le problème de l'IA. L'IA permet peut-être aux profs de rattraper quelques trucs ou aux élèves qui sont pas bien en classe d'apprendre par eux-mêmes, mais il y a un souci plus global sur l'éducation qui est pas lié à l'IA. Bah, et puis même, l'IA est, dans les potentiels incroyables, il y a celui de l'éducation parce que, il y a encore quelques pédagogies, qui, fonctionnent sur l'apprentissage individualisé, maître-élève, par exemple les compagnons du devoir, des choses comme ça. C'est magnifique parce que, ben, chaque personne s'individualise, se singularise et apprend une compétence à sa façon. Mais par contre, ça se scale pas au niveau d'une nation ou du monde entier. On a eu l'école de la République qui est arrivée, qui permet d'enseigner à tout le monde, mais on voit que ça nivelle progressivement par le bas et que du coup, tout le monde s'uniformise dans l'éducation. Et l'IA, si on fait les choses comme il faut, dans les 5-10 prochaines années, a le potentiel de restructurer l'éducation pour faire du sur-mesure de masse, là aussi. Et pour permettre d'avoir une éducation individualisée, mais pour tout le monde, ou pour en tout cas un très grand nombre. Donc je pense que c'est une opportunité incroyable. Nous, on essaye doucement d'y aller à IRIG sur cette voie-là. Évidemment, nous, IRIG, on a une éducation, on n'a pas énormément d'étudiants, mais ils sont un peu plus jeunes au bahut. Enfin, on a des MBA aussi, mais on a des étudiants qui sont en Master 1, Master 2. À cet âge-là, tu leur apprends pas que de la compétence, tu leur apprends à être des humains aussi. Et donc là, le rapport humain-humain, il est super important et on est, je pense, la seule école en Europe où presque 30% du temps pédagogique, c'est du face à face. C'est une personne face à un étudiant pour l'aider dans son développement, dans sa posture d'innovateur, etc. Donc
on essaye d'y aller, mais en complémentarité avec cette dimension. Il faut que la dimension de, un peu de transfert émotionnel et relationnel qu'il y a, entre humains soit énormément amplifiée dans l'éducation. Et puis, par contre, tout l'apprentissage technique et les compétences, les étudiants doivent s'autonomiser là-dedans et utiliser des outils d'IA pour apprendre avec les codes et les références qui leur vont bien en partant de leur niveau, de leurs envies, de leurs, passions, et cetera. Après, il y a un élément supplémentaire, c'est que l'école, on va dire de l'État, elle enseigne en effet des métiers. Ce que tu disais, Yacine, tout à l'heure, et je crois plus qu'il faille raisonner en termes de métiers. On raisonne déjà en termes de compétences et de compétences fluides, et donc les compétences, doivent constamment évoluer. Les métiers, n'en parlons même pas. Je pense que de moins en moins, on va faire un métier, on va avoir plein d'activités. Donc il faut avoir un éventail de compétences qui évolue, et là, la compétence reine, c'est apprendre à apprendre. Sylvain l'a déjà évoqué. Je pense que Ouais. les écoles qui se lancent essayent de mettre ça au cœur, ce qui veut dire avoir de la créativité, avoir en effet de l'esprit critique, avoir énormément de curiosité. Et ça, la curiosité et le désir, pour moi, c'est au cœur de toute une dynamique d'apprentissage. Et on n'apprend pas le désir à l'école, alors que ça devrait être le principal truc, apprendre à désirer, à kiffer ce qu'on fait et à plonger dedans au maximum. Et puis, aussi, la collaboration, et parce qu'il y a, de plus en plus de choses qui doivent être faites, dans des systèmes complexes, et donc, de la complexité, ça se traite à plusieurs. Et par exemple, en effet, le codeur qui code tout seul dans son coin, demain, il a pas de boulot. Je suis complètement d'accord, il y a pas besoin de lui. Par contre, un ou une architecte produit et système qui travaille avec plein de personnes et qui, pond le code avec de l'IA, mais qui construit le système, et qui construit le système au contact du produit, au contact des, clients utilisateurs, au contact du légal, et cetera. Là, lui, il a du sens pour créer du lien. Mmh. Donc voilà, il y a plein de dimensions, en fait, qu'on a oubliées à l'école et qui aujourd'hui doivent être complètement réinvesties, heu, pour, on va dire, pour, renverser cette espèce d'intellectualisme aussi qui est très français, hein, de l'école de la République, qui veut, développer, des métiers avec, des socles de compétences techniques, et c'est la technique qui est, survalorisée, et tout est technique. La De réflexion est Mmh. plus, et la réflexion n'est pas mise au cœur de l'apprentissage. En fait, on te demande plus de te poser des questions à savoir si ça, c'est bien ou c'est faux, ou si c'est vrai. On te demande à apprendre, ça par cœur et à savoir, l'appliquer quoi, bêtement, alors que rien n'est, linéaire. Savoir techniquement comment fonctionne l'IA, pour moi, c'est quand même un plus qu'il faut quand même, avoir si tu veux vraiment l'utiliser dans ton quotidien. Pouvoir bien utiliser les outils, c'est quand même essentiel. Après, est-ce que tu as besoin de connaître tous les détails techniques, de savoir comment fonctionne l'IA? Non, c'est pas l'objectif de ton métier actuel. Enfin, quelqu'un qui utilise l'IA tous les jours, qui est, je sais pas moi, copywriter, est-ce qu'il a 100 besoin de savoir comment ça fonctionne derrière? Non, mais par contre, il doit savoir comment l'utiliser correctement, de façon à obtenir les résultats qu'il veut. Bon, c'est plus dans cette optique-là que je le vois. Ouais, faut déjà potentiellement qu'ils sachent faire du copywriting avant d'utiliser l'IA pour en faire. Voilà, Ça peut t'aider c'est à ça. faire des choses pas trop mal, mais comme on disait tout à l'heure, pas besoin d'apprendre à faire du code, c'est faux. Moi, les meilleurs Waouh. argés IA que j'ai vus, c'est des codeurs avant tout, qui Ah comprennent ouais? comment ça marche, qui savent vraiment dialoguer avec. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des choses sans coder. Moi, j'arrive à faire des petites applis sans coder. Oui. Après, c'est pas des applis comme BlueGPT que je mettrais sur le marché, parce que Ah c'est pas non. que sécurisé, parce que c'est pas stable, parce qu'il y a pas l'infra derrière, et qu'en plus, j'y passerais 12 fois plus de temps qu'un ingé qui sait faire, quoi. Donc Mais ça me ça, permet je d'être autonome sur des petites tâches, ouais. mais un photographe, ça va le rendre génial si c'est utiliser de l'IA. Par contre, si toi, tu sais pas faire la photo, bah, ta photo de base, elle sera pas très bonne. Ça sera un peu mieux grâce à l'IA, mais ce sera pas un truc de Ouais. ouf. On Mais parlait pour le d'amplification. côté développeur, je suis 100 d'accord. Moi, je ne suis pas du tout partisane de dire que, l'IA remplace les développeurs, que quand je vois, que tu peux, que les gens, font des vidéos où ils disent: «Oui, tu peux coder n'importe quoi avec Lovable en 2.2», mais je suis mais totalement pas d'accord. Aujourd'hui, un développeur qui utilise correctement l'IA, oui, là, il est augmenté. Mais quelqu'un qui ne comprend rien au code et qui utilise Cursor ou Lovable pour faire, il pense qu'il va faire quoi? À part, une app, qui fonctionne à moitié et qui fonctionne pas, je suis désolée, pour moi, ça ne fonctionne pas et ça n'a il y a aucun intérêt, ça n'est pas sur du long terme. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, il moi faut moi, je savoir suis que quand même un petit peu Cursor, je suis un si petit tu peu plus l'utilises nuancé là-dessus, hein.
Voilà. Cursor et Claude Code, c'est des outils pour les développeurs. Mais Lovable, quand même, pareil, je montre à des étudiants qui sont pas du tout codeurs Lovable et ils me sortent alors, il y a un peu de prise en main comme n'importe quel outil, mais sans avoir à apprendre le code assez vite, ils sortent des trucs qui sont vraiment pas mal. Et puis, tu as des Ouais, mais choses comme Create Anything maintenant qui intègrent aussi la partie sécurisation, paiement, ce genre de choses. Et on est qu'au tout début. Ça fait 1 an que les agents de code commencent à être sur le marché. Pour moi, dans 2, 3 ans, quand même, la capacité du développeur, faut pas déconner, elle va être remise en cause ultra profondément. Pondre du code, d'ici 2, 3 ans, c'est remis en cause. Par contre, architecturer des projets et avoir une compréhension des systèmes et voilà. des API, du fonctionnement du web, etc. Ça, oui. Après, le code, ça entraîne aussi. C'est comme les maths. On apprend tous à faire des maths à l'école, même si on va pas se servir d'un compas toute la journée. Ça apprend une structure de pensée, la pensée algorithmique, comme le disait Sylvain, qui sert de partout dans la vie et qui permet aussi de gérer des projets d'une meilleure façon, etc. Le code est une hygiène de la pensée, en fait. Donc, en ça, c'est très utile. Par contre, pondre du code, moi, je crois pas à 2, 3 ans Non. que ça soit une compétence. Pisser du code, c'est vrai que il y a plus besoin si on sait le relire, si on sait vérifier, si on sait ping-ponger avec, enfin, c'est plus intéressant. Après, en France, jusqu'ici, on formait peu de pisseurs de code. On formait quand même des gens avec une vision un peu plus globale, qui savaient faire du front, du back, qui avaient une notion de besoin client. Par contre, ouais, ces usages, être capable de se mettre à la place du client, de réfléchir comme lui va utiliser l'application et de pouvoir sortir vite des protos, ça va être des compétences qu'on a peu enseignées jusque-là parce que ça demandait beaucoup de temps avant, qui vont être indispensables parce que maintenant c'est prioritaire. Moi, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, quelqu'un qui dit coder, c'est pondre du code, pour moi, c'est pas ça un développeur. Un développeur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre toute l'architecture, qui est capable de faire un vrai projet de A à Z. Et aujourd'hui, même en France, même des gens qui ont fait de grandes écoles, c'est pas forcément des bons développeurs. Des développeurs qui sont dans de grandes multinationales, qui sont, je vais pas citer de nom, mais voilà, ben, c'est pas forcément des personnes pour moi qui savent réellement développer. C'est des personnes qui savent aligner des lignes de code. Derrière, si on va reprendre des projets de développeurs, même dans de grosses sociétés, le code, la structure du code, elle n'est pas forcément optimisée. Elle n'est pas forcément à jour par rapport aux nouvelles technologies qui sont sur le marché. Elles sont pas légères. Enfin, il y a plein de choses optimisées. Pour moi, un Non, développeur, c'est mais pas forcément quelqu'un qui pond du code. Faire un je site je web pense avec aussi que sur l'IA en toute la demandant à partie, Claude de faire un site web, bah, si on appelle ça développer, pour moi, c'est pas ça développer. ça fait partie du Moi, pour moi, un développement. développeur, c'est quelqu'un qui prend un gros problème et qui a la capacité de le découper en petits problèmes. Alors, pour moi, toutes ces définitions-là, je vois pas en quoi l'IA, d'ici 2, 3 ans, sera pas capable de le faire. On aime bien sous-estimer l'IA en disant le code, en fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est que du texte et donc l'IA est particulièrement bonne pour aller traiter ce problème-là. Ça veut pas du tout dire qu'elle va être capable d'une créativité incroyable pour inventer des produits, mais à partir d'un cahier des charges, monter un système avec, d'ici 2, 3 ans, je pense qu'on aura des fenêtres de contexte, 10, 20, 30 millions de tokens qui pourront prendre des code bases entières. On aura, on voit Claude 4.5 Opus déjà le saut qualitatif quand tu l'utilises en code. Enfin, moi, en effet, je lui file des cahiers des charges complets, il me one shot des apps. Je suis là, ok, maintenant, j'ai plus qu'un peu de triturage à faire. D'ici 2, 3 ans, à mon avis, faut se rendre compte à quel point cette capacité à créer du produit numérique, elle va être incroyablement performante chez l'IA. Et Claude 4.5 Opus code mieux que moi, ça y est. Et alors que je code depuis que j'ai 12 ou 13 ans et que je pense avoir une compétence relativement bonne. Par contre, je suis pas architecte. Je pense pas les systèmes complets. Et pour moi, c'est la différence entre un développeur, et on a formé quand même en France beaucoup de développeurs avec des bootcamps, des choses comme ça, qui sont très bons pour faire du full stack et construire de l'application. Je suis absolument certain que d'ici 2, 3 ans, que les IA state of the art du marché seront bien meilleurs que tous ces gens pour faire de A à Z les projets et que ça sera quelqu'un qui n'aura même pas besoin d'écrire ou de relire le code, qui discutera avec l'IA pour que les choses fonctionnent, même en termes de sécurisation. Évidemment, quand on sera dans des domaines critiques, du bancaire, du nucléaire, etc., là, il faut des ingénieurs système et c'est pas les mêmes technologies, c'est d'autres contraintes qui sont en jeu. Mais c'est pas des contraintes liées au code à ce moment-là, c'est des contraintes liées à la représentation d'un système. Heu, autant, ne plus former de médecins, ça, je trouve ça débile de la part de Laura Alexandre de le dire comme ça. Autant ne plus former de codeurs, je trouve que là, il y a une vraie réflexion de société sur les compétences à mener et qu'il faut pas sous-estimer ça. Comme les traducteurs aujourd'hui, c'est vrai, ils ont quasiment plus de boulot et d'ici 2, 3 ans, ils en auront plus du tout. Je pense qu'il faut aussi accepter la radicalité de ce que porte l'IA sur certains domaines, surtout quand c'est des domaines qui sont purement langagiers dans Mais leur la, expression. Pour nuancer, moi je dirais qu'il faut
Il faut qu'ils se transforment en product owner, tous ces Ouais. Mmh. développeurs, courts, parce qu'être capable de comprendre le besoin de ton expert métier, de ton CEO et de le traduire pour que l'IA soit capable de faire un produit, Ouais. là, il y a un vrai enjeu parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là et c'est ce à quoi on forme nous, nos étudiants. On est plutôt là-dessus que des codeurs parce qu'après ils sauront utiliser l'IA pour coder. Mais ils sont vraiment capables Complètement. d'écrire ce cahier des charges qui, quand il est clair, l'IA fait des trucs assez bluffants. Par contre, il est rarement clair, où il y a des boîtes qui m'envoient des cahiers des charges, ça n'a aucun sens, quoi. Et du coup, il y a du travail en amont, Ouais. sur le design, non pas, graphique, mais sur le design de l'application, de ce qu'elle doit faire. Et là, une fois que c'est clair là-dessus, l'IA, elle peut faire des choses intéressantes. Et effectivement, le Et pur, rédacteur de code a de moins en moins d'intérêt, a une compétence de plus en plus, remplaçable par l'IA. tout ça, c'est la compétence de moins en moins, technologique et de plus en plus, d'une part, de structuration de la pensée et d'autre part, de communication, de collaboration pour bien comprendre les enjeux de tout le monde, encore une fois. Ce que les codeurs ne faisaient pas jusqu'à maintenant et je dis ça, j'en fais partie. Enfin, le codeur diva qui, est tellement bon techniquement qu'il peut être dans son coin avec un salaire de dingue et parler à personne et que c'est les gens qui viennent sur, un plateau d'argent lui donner, les demandes. C'est plus possible, je pense, ce modèle-là et c'est pas plus mal, hein, c'était malsain, hein. Alors, on va passer à la partie un peu plus actionnable, trucs et astuces. Et on va commencer avec Justine. Toi, sur Blue GPT, tu proposes plusieurs modèles. Tous les Mais c'est quoi, modèles, toi, ouais. ton astuce d'automatisation dont tu es la plus fière? Comment tu gères ton personal branding sans y passer tes nuits? Alors moi, j'ai des systèmes qui sont mis en place. Parce que, bah, par exemple, quand je produis du contenu, par exemple, si C'est je fais quoi un une système quand tu dis un système, c'est un chemin d'action successif que je dois mener à bien pour arriver à la tâche finale. Par exemple, si je fais une vidéo YouTube, eh ben, je pars de la génération d'idées à la publication et donc je sais par quelle étape je dois passer et quel outil je dois utiliser et dans quel ordre je dois le faire. Moi, c'est ce que j'appelle des systèmes et c'est ce que je fais bah, de façon régulière pour pouvoir arriver à ça. Donc, moi, j'utilise bien sûr Blue GPT parce que du coup, bah, j'ai accès à tous les modèles que ce soit Gemini, Perplexity, les modèles d'images, enfin voilà. Ils sont tous disponibles, donc je les utilise directement dessus. J'utilise les assistants qu'il y a également sur la plateforme pour rédiger mes posts LinkedIn, hein. C'est voilà, je partage mon idée, il me rédige le post, je fais 2-3 modifs et c'est préparé. Donc ça, c'est très pratique. Et sinon, oui, ben, au niveau des systèmes, j'utilise différents outils. Donc j'utilise Notebook LM parce que pour moi, ça, c'est un outil qui est vraiment très puissant et c'est un des outils qui montre vraiment, bah, la puissance de l'IA aujourd'hui, comme on peut l'utiliser et qui est accessible à tous. En plus, c'est gratuit, donc tout le monde peut l'utiliser. Et j'utilise BlueGPT, je fais un petit peu d'automatisation avec N8N, mais pas plus que ça puisque mes systèmes sont bien rodés et j'utilise des outils qui se connectent directement aux applications, aux réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, LinkedIn et cetera. Et toi, Flavien, c'est quoi le secret pour être hyper créatif avec un prompt? C'est pas la question du prompt du coup. C'est que comment être hyper créatif, je crois que c'est d'abord, une question, très humaine en fait, c'est pas une question technique. C'est, je pense le premier élément, c'est développer sa curiosité, mais à mon avis, c'est aussi un truc très lié à la Comment façon ça dont se on développe une t'a élevé. curiosité? C'est C'est ce que facile à j'allais dire, dire, c'est ouais, ouais, mais c'est ce que j'allais je me dire, c'est un demande même truc si ça très se lié développe. à c'est un truc très lié aussi à l'enfance, à comment tu as été éduqué, à comment tu t'es construit, à comment tu as appréhendé le savoir quand tu étais jeune, je pense. Après tu peux, toute ta vie réactiver ta curiosité, mais, un truc par exemple, qui désactive énormément la curiosité plutôt que penser comment on la développe parce que je crois que l'humain, intrinsèquement, il a une espèce de libido siendi, un désir de comprendre, de connaître, d'aller voir de l'autre côté de la colline. Donc je pense que la curiosité, elle existe chez tous les humains et plutôt que la développer, il faut enlever les trucs qui la répriment. C'est plutôt comme ça que mon modèle mental sur la curiosité et du coup pour, enlever ce qui la réprime, je crois qu'un des gros trucs dans notre société occidentale, c'est la culpabilité. On a raconté que la curiosité, c'était quelque chose de mal depuis la nuit des temps. Un vilain C'est défaut. un vilain défaut, voilà et puis, on voit que les gens, aussi enfin, il y a la culpabilité de se plonger en fait, la curiosité, c'est pas, aimer les choses qui sont tendances, qui sont à la mode, que tout le monde aime. La curiosité, c'est aimer les choses qui sont underground, qui sont un peu sales, qui c'est les trucs qui sont en train de sortir, les trucs dont on sait pas si ça va marcher. Tu pas curieux si tu regardes ce que tout le monde regarde. Tu es curieux si tu regardes ce que les autres regardent pas. Donc c'est toujours un peu, une mise en défaut par rapport à la tendance de la société. Et donc les gens aussi parfois sont un peu coupables par rapport à ça. C'est les plaisirs coupables, tu vois. Moi, quand quelqu'un me dit ah ça c'est mon plaisir coupable, je lui dis mais continue, c'est génial. Il y a une belle phrase aussi qui dit ce que les autres vous reprochent, cultivez-le, c'est vous. Alors elle est un peu exagérée, mais c'est l'idée d'aller chercher, aller oser creuser, aller aimer ce qui n'est pas socialement reconnu. Ça c'est le premier élément. Moi quand j'ai commencé l'IA, c'était il y a 11 ans.
quand j'ai découvert l'IA, c'était un sujet plutôt de niche et je me suis tout de suite intéressé à l'IA et la créativité. J'étais le seul taré à m'intéresser à ça. Les premières conférences que j'ai données, j'avais 10 gus qui étaient venus dans une cave pour écouter ce que ce taré disait parce que c'était gratuit et qu'il y avait des petits fours, quoi. Et c'était complètement underground. Et puis, quand ça explose, bon, tu te retrouves au milieu de la tendance, c'est cool. Ouais. Et puis, le deuxième élément aussi qui, je pense, empêche beaucoup la créativité, heu, aussi dans nos sociétés et malheureusement, c'est plus présent chez les femmes aujourd'hui pour des raisons d'éducation, c'est, le sentiment d'imposture. En fait, la curiosité, ça aussi nécessite de se dire: «Je suis légitime pour aller voir. Il y a pas de raison». Tu vois, moi, quand j'ai commencé à écrire Hyperarmes, j'avais pas de donc mon dernier bouquin, où je pars des enjeux militaires de l'IA et notamment de la guerre en Ukraine. Alors ma compagne est ukrainienne, donc il y a un lien très fort à cette guerre évidemment, mais je connaissais rien ou presque au monde militaire et en fait, j'ai plongé dedans, la tête la première comme un dingue pour m'intéresser au sujet via l'IA et j'ai sorti un truc qui, je pense, est plutôt intéressant. Il intéresse des militaires, voilà, parce qu'il y a un regard original sur le sujet militaire via l'IA, mais je suis pas du tout un expert du sujet militaire. Mais j'ai pas eu le sentiment de me dire: «C'est une imposture que d'aller dans ce sujet parce que je suis pas un militaire, parce que j'ai pas été formé», tout ça. Donc, cette curiosité, voilà, elle naît aussi parce qu'on se sent en capacité d'aller explorer les domaines. Et puis après, une fois qu'il y a la curiosité qui est là, ça donne envie d'aller explorer plein de domaines. La créativité vient assez naturellement, mais il y a peut-être un deuxième élément à ajouter. Je pense que, on peut, être curieux, dès qu'on est enfant. On n'est pas créatif quand on est enfant parce que pour être créatif, faut ajouter quand même un peu de connaissance. C'est pas forcément de la culture, mais de la connaissance. Faut être capable de créer des ponts entre des choses et donc les champs qu'on va investir par sa curiosité, il faut être capable de les connecter à d'autres champs pour créer des collisions un peu originales et donc faut avoir d'autres champs qu'on a déjà investis. Donc faut avoir des connaissances et donc plus tu développes des connaissances larges, plus tu élargis ta surface de connaissances et c'est pas que tu approfondis ta connaissance dans un zone, tu élargis ta surface de connaissances, plus tu as de chances que les sujets que tu investis par curiosité, ils amènent à des collisions créatives qui fassent sens et que tu aies ce genre de petites, manifestations créatives qui apparaissent. Donc il y a, la créativité vient progressivement, plus tu es curieux, plus tu investis de champs et au bout d'un moment les connexions se font. Et après, l'IA là-dedans, ce qui est génial, c'est que, c'est déjà un domaine très transdisciplinaire qui touche à tous les champs, donc il invite à cette surface et puis c'est un champ qui te permet, de réaliser très rapidement des idées, en tout cas de les prototyper et ça enlève là aussi le syndrome de l'imposteur parce que tu as plus besoin du même niveau de technicité pour aller vers un sujet et quand tu sais que tu peux, tu te mets à vouloir. Tu déclenches plus de désir parce que tu sais que tu peux. Donc comme ça donne un peu des super pouvoirs avec des limites, mais quand même, ça donne plus envie d'aller réaliser ses idées et donc les idées viennent plus. Aussi, quand tu es déjà créatif, je pense un amplificateur. Avec un défaut pour nuancer, parce que je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit, c'était génial, bravo. Sachant que la compétence principale du fact-checker, c'est la culture G ou la connaissance. C'est pas tant Mmh. les outils, c'est être capable de faire ces liens, pour, vérifier l'info et se dire: «Ah tiens, j'ai déjà lu ça quelque part» et que tu arrives à recouper ton truc. Un peu le truc, moi, qui me fait peur de l'IA et des usages que je vois, c'est pas tant l'IA, c'est les usages, c'est on pose la question à ChatGPT, on prend la réponse telle quelle sans aller plus loin, sans investiguer Ouais. un peu, sans et du coup, on ancre vachement moins. Donc on Par se crée paresse, hein, pas souvent par paresse, hein. mais nous sommes aussi des animaux feignants et on est géniaux pour ça et créatifs grâce à notre fainéantise parfois. Mais là, du coup, on va moins ancrer les idées parce que ça nous pond un truc bien écrit du premier coup et on va pas chercher à creuser et c'est là où on va manquer de curiosité parfois, où on aurait pu aller beaucoup plus loin. Alors quand on sait bien poser les questions ou quand on utilise bien l'IA comme, Flavien, Justine, il y a pas de sujet, mais c'est pas l'usage que je vois autour de moi, quand je forme, à ce sujet-là et c'est plus ça qui me fait Mmh. peur, c'est est-ce qu'on va pas poser le cerveau, et comment le remettre un peu sur la table et comment continuer à le nourrir intelligemment pour, qu'on garde un sens à nos vies et qu'on garde cette curiosité, qu'on la développe? Moi, là, j'ai un petit trick que j'utilise quand, je donne des conférences ou quand, je travaille avec des gens sur les sujets IA. Je joue sur le côté social proof, hein, le côté on a tous envie d'être reconnus et donc je dis: «Oui, mais du coup, s'il y a un résultat qui est pondu par l'IA et que tu te l'appropries pas, la première personne qui va voir ce résultat et qui va t'en parler, tu vas être incapable de le défendre parce que tu te le seras pas approprié et donc tu vas passer pour un con». J'aime bien jouer là-dessus, dire, avec l'IA, si vous vous appropriez pas le résultat, c'est-à-dire si vous le challengez pas, que vous, le décortiquez pas, le recortiquez pas, là aussi licence poétique, pour, vraiment avoir enfin, qui vous appartiennent à la fin, en fait, c'est tellement pas à vous que, vous allez vous faire, enfin vous allez être pris, comme ridicule dès que quelqu'un va venir, vous en parler.
Et alors, donnez-moi une tâche que vous faites aujourd'hui vous-même, à la main, mais que vous espérez ne plus jamais refaire d'ici 1 an grâce à l'IA. Vas-y, Justine. Moi, ce serait plus pouvoir faire, mais de la veille, mais des signaux faibles, avoir directement l'information ultra précise de ça. Faire de la veille sur les nouvelles tendances, mais ultra rapidement, et des trucs de niveau faible, aller chercher des informations plus précises sur un objectif précis par rapport à ce que j'ai besoin, mais que j'ai la réponse, tu vois, directement et que ce soit fiable surtout. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à être possible, mais c'est pas encore 100% fiable. Parce que tu as les options Deep Research de Ouais, mais Gemini ou ça, de... c'est un peu, ça reste, c'est pas assez signaux faibles. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Pour moi. Un signal faible, c'est quelque chose c'est un événement ponctuel qui annonce potentiellement une tendance future, mais avec un haut degré d'incertitude. Pour pouvoir être présent quand ça sera enfin, quand ça arrivera, quoi. Avec le potentiel, potentiellement que ça ne se réalise pas ou que ce soit faux, mais au moins, à un moment donné, tu vois, tu testes, tu testes, tu testes et à un moment donné, c'était la bonne idée, quoi. Ok. Et toi, Sylvain? Bah, moi, ce serait de plus participer à des salons, notamment à Paris ou même, d'assurer des rendez-vous à Paris, mais je suis pas sûr que l'IA puisse le faire d'ici 1 an. Ça n'empêche que j'ai trouvé ma solution. Moi, je pars m'installer dans le Vercors pendant 1 an pour me mettre au vert et je serai plus présent, physiquement dans les différents, événements pour me reposer un peu. Parce que c'est cool l'IA, mais en fait, j'ai l'impression d'en faire plus qu'avant. Ça Est-ce me que tu as permet d'aller essayé beaucoup plus les loin, clones mais est-ce que tu as essayé les clones virtuels? je C'était m'appelle comme pas encore Jean-Luc sur Mélenchon. sur Synthesia, tu envoies ton clone en visio à ta place. C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait fait venir aussi un cloud virtuel sur une conférence où ils étaient Ouais, virtualisés, c'était un hologramme, mais c'était c'est un peu... ça. Là, je parle vraiment de la vie de tous les jours. Non, parce qu'après, potentiellement dans la rencontre, c'est de rencontrer vraiment les gens qui est intéressant et pas juste être capable de dérouler un catalogue ou et en plus, je crois vraiment au retour un peu du besoin humain de rencontrer les gens. Ça n'empêche que ça me fatigue beaucoup et que c'est pas le truc qui me fait le plus marrer, surtout les salons, je suis très mauvais. Mais j'en fais comme quelques-uns, j'en ferai un notamment fin janvier, donc je vais essayer d'être bon et en forme. Et toi, Et toi, Flavien? Flavien? Je réfléchis à des trucs du quotidien que j'aime pas faire, mais en ce moment, je m'éclate, donc ça va bien. C'est pour ça que j'ai galéré aussi à la question que j'avais un peu préparée, parce que je savais pas quoi dire, sachant que quand il y a un truc qui m'énerve, bah, j'ai tendance à le faire avec IA aussi, et à me faire mes Ouais. propres agents. Et tout le reste, j'adore le faire. Donc, ça me ferait chier que d'être remplacé sur ces tâches-là. Du coup, je vais continuer dans la tendance. En ce moment, je code de moins en moins. Je fais coder à l'IA de plus en plus. Le code que j'écris se résume maintenant, je pense, dans les projets de code que je monte à entre 1 et 3% du code que j'écris. Donc voilà, bientôt ça sera à zéro, mais ça, je me fais pas trop de soucis. Mais par contre, pour l'instant, et je dis ça parce qu'à un horizon 1 an, je pense que ça sera le cas. Là, dans Cursor, ils viennent d'intégrer une fonctionnalité qui est très chouette où Cursor ouvre un navigateur qui s'ouvre directement dans Cursor, lance en local ton app, se balade sur l'app, il peut scroller, cliquer, etc. Et il prend des screenshots pour voir si ce qu'il a fait est cohérent avec ce que tu lui as demandé. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette. Et j'aimerais bien que d'ici 1 an, euh, cette boucle-là, où l'IA vérifie elle-même comme un utilisateur final et pas simplement en vérifiant le code, elle soit vraiment aboutie parce que je pense que 60% des reprises que j'ai à faire et à expliquer à l'IA, c'est ça. Et comme c'est des reprises sur des éléments visuels, c'est toujours compliqué à expliquer par du texte. Donc ça me simplifierait la tâche et je pense que je gagnerais encore 60% d'efficacité sur la création de produits digitaux, d'apps, de sites web, etc. Avec l'IA. Voilà, donc c'est très précis. Ouais, j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup. Et toi, Yacine? Merci, Ok, Yacine. ben, Ouais, ouais, et toi, ouais, du Et coup, toi, ce serait on quoi? a Yacine, ouais. fini. Et toi, Toi, tu Moi, Yacine, ce ce serait bah, serait quoi? j'aimerais quoi? bien que le fact-checking soit plus fiable Ah ouais. dans les chatbots, parce que bon, il est pas très fiable. Mais Regarde Vera quand même, hein. comment ça s'appelle? Vera, Ask Vera, qui est dans WhatsApp, qui est une ONG française qui se connecte à la base européenne des fact-checks validés. Et tu lui partages ton post LinkedIn, Facebook, Insta, et ça te dit si c'est déjà été fact-checké et si c'est vrai, faux, à nuancer, exagéré et tout ça. Et, et si ça sait pas, ça te dit je sais pas. Ils vont pas t'inventer de réponse, Eh ben, ça, c'est une comme bonne astuce. fait ChatGPT et d'autres. Donc Je me le franchement, suis noté, Asvera, très Ask cool. Vera. Et il y a une API, on peut le brancher sur des trucs ou c'est que dans WhatsApp? Bah, en fait, il y a une API de la FCESN, qui est donc le regroupement Ok. des fact-checks européens, que tu peux aller choper. Et ils sont, eux, dans WhatsApp et dans Instagram. Asvera, mais après, à voir s'ils ont développé leur propre API.
Ils sont Je cool. crois pas, je Mais crois que oui, tu peux l'IA pas ne sait pas l'avoir. très bien fact-checker, ce serait cool qu'elle sache mieux faire. C'est une autre bonne idée. Mais bon, j'aurais plus de boulot et j'adore ça, en fait, parce qu'en fact-checkant, j'apprends plein de choses. Donc moi, c'est un vrai plaisir. Et ça m'embêterait que l'IA me donne la réponse tout de suite sans moi avoir cherché, puisque que je me créerais pas cette base de connaissances ou ce socle de culture G qui m'éclate au quotidien. Peut-être quand même dans le fact-checking, un truc cool avec l'IA, ça serait d'avoir du fact-checking automatique pendant des débats. Là où c'est difficile d'avoir un Sylvain qui le fait en temps réel, mais d'avoir ça dans des débats politiques, je pense que ça serait un outil démocratique absolument incroyable. Et qu'est-ce que ça ferait du bien, parce que quand on Je écoute un suis pas débat, sûre que ce putain. soit accepté par contre, hein. Il y Bah, aurait plus même sans être beaucoup de Ouais. accepté, débats, est-ce que hein. les gens se fieraient à ce fact-check? Parce que finalement, les gens savent que c'est faux, mais ils aiment bien quand c'est faux. Enfin, moi, je vois Ouais, dans mais plein de Ouais. débats en mais ce est-ce qu'un moment Donald pour les Trump municipales. accepterait? Non, mais c'est sûr que non. Mais même les gens savent que c'est faux ce qu'ils racontent, mais ils trouvent ça cool quand même. Donc c'est plus ça De qui m'inquiète, c'est l'entendre. est-ce que Ouais. parce que tu vois que c'est faux en dessous, est-ce que ça changerait quelque chose? J'ai Non. vu par exemple l'histoire des notes sur Twitter. Alors c'est assez fort que X ait accepté ça. Pour autant, ça n'a pas tant d'impact sur la viralité du post faux. On a beau dire en dessous que Ouais. c'est faux, c'est du dropshipping, c'est complètement inventé, c'est une vidéo IA. Bah, le truc Mmh. continue à être viral parce que les gens vont pas regarder en dessous. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, finalement, ils vont laisser un like parce Flemme. qu'ils trouvent ça rigolo. Donc, je sais même pas si ça aurait un vrai impact, mais ce serait un outil assez incroyable. En fait, je pense je pense que les gens, des fois, se plaisent dans le mensonge. C'est-à-dire qu'ils dans Ouais. cette fausse réalité, ça leur va bien. Des fois, croire en quelque chose de faux, ça te fait c'est un peu même la définition du rêve et on aime bien les rêves. Oui, on a tous moins de 5 ans et on croit encore tous au Père Noël, certes. À croire que l'IA ne va pas arriver fort, que c'est juste une tendance de mode, c'est faux et pourtant ça rassure, donc c'est plus facile de croire à ça. Fait. Joli mot de conclusion. Magnifique mot Bravo, de la fin. Yacine. Voilà. Merci à tous, c'était cool de cette Merci. rencontre. Merci Ouais. Yacine pour Merci à l'invitation. tous. Merci. Bah